On a pris des mesures les unes après les autres, on s'est adapté, on a constaté ce qui ne marchait pas, on a essayé de résoudre, on n'a pas supprimé ce qui existait avant. On a accumulé les choses dans une logique qui fait un peu penser à de l'improvisation, à du compromis et surtout à une absence de débat politique. Il faut savoir que toutes ces décisions, elles ont été prises sous la forme d'ordonnances, comme l'élévation à 16 ans de l'âge de la fin de scolarité obligatoire, c'est une ordonnance, ou par des décrets, c'est-à-dire en fait par des actes du pouvoir exécutif, qui ne sont pas discutés par le législatif, qui ne sont pas discutés à l'Assemblée, à la différence des lois Jules Ferry, les lois qui instituaient l'école gratuite, laïque et obligatoire en 1880-1882, elles avaient été discutées à l'Assemblée. Et chaque parti devait donc se positionner, défendre un discours, amender la loi, et c'était de nature à susciter une dynamique dans la société, une dynamique d'engagement pour ou contre ce modèle scolaire, mais au moins d'en débattre et de savoir ce qu'on veut faire. Dans les années 60, il n'y a pas de dynamique politique autour d'un projet que les acteurs auraient pu s'approprier. En fait, on se laisse un peu porter et puis on s'adapte, on ajuste au fur et à mesure. On improvise. Tout cela génère une certaine confusion. C'est le point suivant. Certaine confusion parce que on s'est aligné sur le modèle le plus prestigieux. Oui, les écoles qui accueillent tous les jeunes jusqu'à 16 ans, alors maintenant, c'est quoi? C'est du primaire ou c'est du secondaire? On a supprimé les GOD, donc a priori, c'est pas du primaire. Les CEG, ça fait penser au secondaire. Les lycées, eux, ils restent secondaires, ça c'est sûr. Restent les CES, alors, ce sont des enseignants des établissements primaires ou secondaires? Écoutez, ça s'appelle collège d'enseignement secondaire. Donc les choses sont assez claires. On a fait le choix du secondaire. En fait, on a pris modèle sur le lycée, au CEG et surtout au CES. Les enseignants qui enseignent dans ces CES, ce sont des enseignants certifiés et agrégés, comme ceux qui enseignent dans les lycées. En fait, la tendance, ça a été vraiment de s'aligner sur le modèle du lycée. Le modèle le plus prestigieux a servi vraiment de modèle, et tout le monde l'imite. Et avec le temps, on se rend compte que même le primaire se met à imiter le modèle secondaire, puisque dans le primaire, on s'est mis à faire des emplois du temps hebdomadaires, comme on fait au collège, et des emplois du temps avec des disciplines qui portent, des enseignements disciplinaires qui portent des noms qui rappellent ceux du lycée. C'est fini l'époque où on faisait arithmétique, orthographe, leçons de choses, comme on faisait dans le primaire dans les années 50. Désormais, on fait des mathématiques, on fait du français, on fait de la physique, de l'histoire. Ça rappelle beaucoup le lycée. Le primaire s'aligne lui aussi sur l'ambiance du lycée. D'ailleurs, le primaire se met à mettre des notes, comme au lycée, alors que jusque-là, les notes, on ne les mettait que dans les classes de certificat d'études, justement pour le certificat d'études. Donc, et l'autre aspect de cet alignement du primaire sur le secondaire, c'est la division en classes d'âge. Le primaire a toujours eu des classes d'âge, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, mais dans les faits, elles existaient assez peu, ces classes d'âge. Parce que le modèle classique du primaire, c'était la classe unique. C'était la classe multiniveau, ou éventuellement deux classes, mais qui elle-même avait plusieurs niveaux. Et le maître était responsable d'élèves qui lui venaient de 6 à 13 ans, et il les avait tous dans la même classe. Et d'ailleurs, les programmes étaient adaptés à cela, puisque on avait des programmes concentriques ou spiralaires. Les deux appellations sont utilisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au cours de l'année, on fait le tour du programme. On revient au point de départ, on a fait tout le tour. Et l'année suivante, on refait le tour du même programme. Et l'année d'après, toujours le même programme. En fait, c'est concentrique, le centre est toujours le même, on tourne autour. On revient toujours au même point. Alors vous me direz, est-ce que les élèves progressent? Oui, parce que le maître, avec les élèves les plus jeunes, il voyait ce programme-là, mais il le voyait de façon très sommaire. L'année suivante, il le revoyait, mais il l'approfondissait. L'année d'après, il l'approfondissait encore plus. Ce qui fait que les repères fondamentaux étaient bien acquis.
et que les élèves approfondissaient au fur et à mesure. Alors ils allaient jusqu'à un certain point d'approfondissement en fonction de leur capacité et de leur réussite, mais ils avaient la possibilité, comme ça, de progresser à leur rythme, et le maître tenait compte de cela. En fait, les programmes concentriques ou spiralaires, si vous préférez cette appellation, ils étaient particulièrement bien adaptés à la gestion de l'hétérogénéité de l'école primaire traditionnelle, de la classe multiniveau. Or, ces classes multiniveaux, elles ont disparu. Elles ont disparu, on a fermé les écoles qui avaient peu d'élèves. Faut savoir que dans les années 60, des classes multiniveaux, il y en avait 20 000 en France. Et ces 20 000 classes ont disparu, et on a depuis adapté tout ça en CP, CE1, CE2, CM1, CM2, comme dans le secondaire en fait. Donc ça ne s'appelle pas 7e, 8e, 9e, mais la logique est sensiblement la même. Donc voilà, tout le monde s'aligne sur le secondaire. Le secondaire, c'est le modèle qui a gagné, le modèle qui s'est imposé, particulièrement pour ce qu'on appelle souvent l'école moyenne. L'école moyenne, c'est le collège. Hein, c'est ni le primaire, ni le lycée, c'est entre les deux. L'école moyenne, alors en France, on ne veut pas l'appeler comme ça, mais en Italie, par exemple, on appelle ça la scuola media, hein, ça veut dire école moyenne, tout simplement. Et ce modèle s'est aligné sur le modèle secondaire. Le problème, c'est que le secondaire, il n'est pas prévu pour accueillir tout le monde. Il n'a jamais été conçu dans cet esprit. Il y en a un qui en était bien conscient, c'est Charles Brunold. Charles Brunold était directeur des enseignements des seconds degrés dans les années 50, des enseignements du second degré, pardon, dans les années 50, et il voyait bien arriver la massification, il sentait bien qu'on allait effectivement mettre beaucoup plus de monde dans le secondaire, et lui avertissait déjà en 1955, le secondaire a trop d'élèves, s'il doit garder sa destination traditionnelle qui est de former les élites françaises. Le secondaire assume son rôle élitiste, et il n'y a pas de mal à ça. Effectivement, un pays a besoin d'élites, et c'était dans cet esprit-là que le secondaire fonctionnait. Bon, ça veut dire qu'il n'est pas fait pour accueillir tout le monde. Or, c'est ça qu'on a fait. La massification, elle a consisté à mettre tout le monde dans le secondaire. Au lieu d'inventer une école adaptée à la diversité des publics, on a mis tout le monde dans le modèle secondaire, dans le modèle du lycée. On avait pourtant toutes les années 60 pour réfléchir à ça, puisque je vous rappelle que la décision d'élever à 16 ans l'âge de fin de l'instruction obligatoire est prise en 1959. Or, elle est prise pour les enfants nés en 1953. En 1959, ils n'ont que 6 ans. Ça veut dire qu'en fait, ils atteindront 14 ans en 1967. C'est là qu'on va les garder. Et à ce moment-là, il y a le quart des élèves qui quittent l'école à 14 ans. Donc ça fait un quart d'élèves en plus qu'il faudra garder, des élèves qui, normalement, quittaient l'école. Donc on a, entre 59 et 67, on a 8 ans là pour réfléchir et pour construire l'école dans laquelle on va mettre ce quart d'élèves qui ne restaient pas jusqu'ici à l'école. Eh bien, ce qu'on a fait, on a tout simplement gardé les structures du lycée et on les a mis dans ces structures-là. Alors que ce soit en CEG ou en CES, au fond, la logique est très proche de celle du lycée. Et arrivé en 67, on se pose la question. Voilà un article paru dans le journal Le Monde en septembre 67, c'est au moment de la rentrée. La rentrée à l'époque, c'est vers le 1er octobre. Cet article date du 21 septembre, donc on est à une semaine de la rentrée. Et le spécialiste éducation du Monde, Bertrand Giraud-Delin, pose la question. Qu'est-ce qu'on va faire de ces élèves soumis à la prolongation? Ça y est, on y est, on est en 67. En fait, rien que dans le titre, on devine que on n'a pas réfléchi à la question depuis 1959. Alors pour plein de raisons, on a eu plein d'autres choses à réfléchir, on y reviendra, mais enfin, le constat est quand même assez cruel. On avait 8 ans pour se préparer, et on n'a pas toujours fait le nécessaire. Alors je vous cite un extrait de l'article qui explique que pour faire face à cet engagement de retenir à l'école 2 ans de plus le quart des élèves, celui qui n'y restait pas,
l'ouverture de classes pratiques a été accélérée. Donc, vous voyez, on est dans un enseignement terminal, classe pratique, classe de transition. Pour cette rentrée, sans maître compétent. Parce que, en fait, les maîtres qui enseignaient en classe pratique et classe de transition, normalement, ils devaient avoir une formation spécifique. Or, à cette époque-là, on n'a pas le quart des maîtres qui enseignent qui ont eu cette formation. Et au milieu des années 70, on arrivera à 44% des maîtres qui enseignent dans ces classes qui ont la formation nécessaire. Donc, on n'a pas les maîtres compétents pour mettre dans ces classes. On part au plus pressé, on est dans l'urgence. Et alors, il ajoute ensuite une phrase où il force peut-être un petit peu le trait, mais le fait qu'il puisse le dire est assez révélateur. Quand il écrit « Dans un établissement parisien, le professeur vient de déclarer aux enfants placés dans une de ces pseudo-quatrièmes pratiques « Vous n'avez plus de leçons ni de devoirs. Vous n'avez plus rien à faire qu'à attendre d'avoir 16 ans. » Bon, je veux croire que dans beaucoup d'établissements, on a un peu plus réfléchi à la question. Mais enfin, ça donne quand même l'impression d'une certaine improvisation. Donc, on est passé de 2 systèmes parallèles, le primaire et le secondaire, à 2 systèmes successifs, le primaire et le secondaire. Alors maintenant, d'ailleurs, on ne doit plus dire primaire et secondaire, normalement on doit dire premier degré et second degré. Ce sont les appellations officielles, et depuis longtemps. Mais, voilà, on a 2 systèmes successifs qui correspondent assez mal à la durée d'instruction obligatoire, puisque si on regarde la durée d'instruction obligatoire du CP à la seconde, ça ne correspond pas à la structure des établissements. En fait, c'est à cheval sur 3 établissements. Donc, ça montre que les structures ne sont pas adaptées aux finalités. L'idée, les finalités, c'est de former des citoyens de 6 à 16 ans. Bon, on fait ça dans 3 écoles différentes qui ont chacune leurs pratiques, leurs finalités, qui leur sont propres, qui sont spécifiques. Donc les structures ne sont pas adaptées aux finalités. On n'a pas su, en fait, inventer une école qui soit organisée pour scolariser tous les jeunes de 6 à 16 ans. On a un peu improvisé et on a gardé les structures anciennes, on les a un peu ajustées, mais pas tout à fait. Il y a une chose quand même qu'on a réussi à faire, c'est consacrer la rupture entre le CM2 et la 6e. Alors ça, c'est une rupture très forte, CM2, 6e. C'est un moment où on change d'école, déjà, où on change de maître, on passe d'un maître, plus souvent une maîtresse d'ailleurs, à 8, 10, 12 professeurs parfois, alors ça dépend des écoles, aujourd'hui c'est autour de 8 en général. On passe d'un maître, alors aujourd'hui ils ont souvent 2 maîtres en primaire, surtout en CM2, c'est assez fréquent. Mais voilà, on passe d'un ou 2 maîtres à 8 professeurs d'un coup qui ont chacun leur méthode, leur discipline, leurs habitudes. Il y a une rupture très très nette entre les cours, avec scandés par les sonneries, les intercours, on change de salle, on doit transporter ses affaires, faut préparer son sac pour le lendemain. Enfin, il y a tout un ensemble de changements d'habitude qui sont un changement très fort dans la vie des enfants, un changement symbolique, un changement pratique, un changement pédagogique.